Bonjour à tous, le studio des experts est à vous. Pendant 57 minutes, nous allons passer l'actualité de la semaine en revue. Au menu, entre autres, la deuxième vague, bien sûr, et ses mesures et ses conséquences sur les indépendants, sur les jeunes, mais aussi on va parler de la 5G, du bois de la Cambre et des arbres de l'avenue de l'Eure. Alors pour respecter les mesures sanitaires, deux experts pour analyser et mettre sur le grill deux personnalités politiques dans une émission enregistrée pendant le comité de concertation de vendredi. On retrouve Gabriel Lefebvre, journaliste du site entreleslignes.be, ce qu'on appelle un pur player. Bonjour. Bonjour. Et Pascal Vrébos, auteur et présentateur RTL TVI. Bonjour. Bonjour. On démarre cette émission avec la deuxième vague, déclarée cette semaine chez nous et dans toute l'Europe. C'est Yves Van Latem qui a prononcé ces termes de deuxième vague pour la première fois mercredi lors du point presse de Cienzano. Je pense que cette fois-ci, effectivement, il est difficile de ne pas employer le terme de deuxième vague. Vous savez que j'ai été réticent à l'employer et donc je l'emploierai pour la première fois. Elle a lieu dans une grande partie de l'Europe, elle n'a pas lieu que chez nous. Elle était crainte pour l'automne, pour les 36 raisons qu'on peut suggérer. Retour de la population à son activité, climat plus frais par de nombreux virologues et infectiologues. On doit le prendre au sérieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce n'est pas pour ça qu'il faut paniquer. Nous ne sommes pas dans la même situation que celle que nous avons vécue au mois de mars et au mois d'avril. Nous connaissons mieux le virus et nous savons ce qu'il faut faire pour le contrôler. Mais il faut le faire. Des mesures plus strictes, certaines ont déjà été prises, peuvent nous aider à modifier la courbe. Mais l'arme la plus puissante, vous le savez tous, c'est de faire ce que ces mesures vous demandent de faire. Alors cette deuxième vague, Gabriel Lefebvre, on n'osait pas le dire, mais on sentait qu'effectivement elle était là, elle allait arriver. Comment vous avez vécu ça en fait ? Vous avez vécu ça comme la même chose que la première vague ou vous dites on est quand même dans un autre modèle ? On est dans un autre modèle parce que l'on sent manifestement que les gens, la plupart des gens, d'abord se sont un petit peu habitués et il y a eu le phénomène du ras-le-bol, en contrepartie le phénomène de ras-le-bol. Au moment où il fallait précisément les persuader que le virus est toujours là, que le virus ne va pas partir, parce que beaucoup disent « oh, mais non, ça va s'arrêter, on va en être débarrassé ». Non, il reste là, et je pense qu'on va vivre définitivement avec, mais on doit apprendre à vivre avec, et ce que dit l'expert Van Latem, là, est fondamental. On doit apprendre à vivre avec, on doit s'habituer, et pour ça, il faudra garder les gestes barrières en permanence. L'avantage de ces gestes barrières, c'est que ça va nous préserver un peu de la grippe, parce qu'on va avoir maintenant l'arrivée de la grippe, et les phénomènes cumulés risquent d'être dramatiques si on ne fait pas particulièrement attention. Donc, se vacciner contre la grippe, avoir les gestes barrières, ça va être une discipline supplémentaire que les gens vont devoir comprendre d'abord, accepter et surtout pratiquer, comme le dit Van Latem. Non, moi je n'ai pas été surprise par la deuxième vague, on l'attendait en fait, mais je suis un petit peu surprise de la, de l'insouciance de certaines personnes par rapport à la gravité de la situation. Est-ce qu'il fallait, Pascal Vrébos, que les mesures soient très strictes pour que les gens se rendent compte de l'urgence ? Mais d'abord, il faut dire une chose, c'est que je pense que tout le monde navigue à vue dans le brouillard viral, dans le brouillard d'un virus. On ne connaît pas grand-chose de ce virus. D'ailleurs, il suffit de voir le débat public entre les experts, qui est un débat scientifique qui ferait mieux d'ailleurs de se faire en privé. Et donc, on ne connaît pas grand-chose. Alors, il y a deux hypothèses très différentes, c'est-à-dire, ne faisons rien, laissons le virus contaminer tout le monde, l'immunité collective, il paraît que ça ne marche pas, j'ai lu un article là-dessus aujourd'hui. Et de l'autre côté, faisons un maximum, attention, arrêtons l'économie, confinons, etc. Le citoyen lambda, que voulez-vous qu'il pense devant tous ces arguments différents ? Peut-être le bon sens. Et le bon sens, c'est quoi ? C'est mettre un masque, c'est mettre une distance sociale. C'est ce que dit Gabriel Lefebvre. Et oui, c'est exactement, c'est le bon sens. Et je crois qu'il faut une sorte d'adhésion à ce bon sens. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que, attendez, je disais la même chose d'ailleurs la dernière fois que je suis venu. Il y a des gens qui vivent dans un 150 mètres carrés avec une terrasse et un parc devant chez eux, et d'autres qui vivent à 5, etc. Alors c'est facile pour ceux qui vivent bien de vivre ce confinement de manière agréable, et pour les autres, je comprends qu'ils en aient marre.
On dit toujours, vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et en mauvaise santé. On n'a rien inventé, hélas. Non, mais là, c'est voyant. Oui. Et on ne peut pas jeter la pierre pour des gens qui, à un moment donné, au bout de 10, 15 jours, un mois, n'en peuvent plus. On va voir ce qu'en pensent nos deux invités méridionaux, parce qu'ils viennent du sud de Bruxelles. Avec nous aujourd'hui Clémentine Barzin, députée bruxelloise du MR, néo-ucloise depuis début août, et Olivier Deleuze, bourgmestre de Watermael-Boisfort, écolo de longue date. Merci à tous les deux d'être avec nous. On commence par vous, Clémentine Barzin. Comment vous avez vécu ce moment de mesures de plus en plus strictes, d'effets d'urgence et de notion de deuxième vague? Oui, bonjour tout d'abord. Moi, je pense que dans ce débat-là, et notamment en tant que politique, et nous, MR dans l'opposition à la région, on doit quand même garder une certaine humilité et reconnaître qu'on ne connaît pas encore beaucoup et totalement ce virus. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déployé beaucoup de bonne volonté pendant la première vague. Évidemment, le personnel soignant en première ligne, mais également des services publics et aussi des élus, et notamment les élus locaux, de proximité. On a vu vraiment le travail des bourgmestres. Maintenant, par rapport à la deuxième vague qui était attendue, je pense qu'on doit absolument retenir les leçons de la première vague. Et moi, je vais vraiment m'arrêter sur les maisons de repos, puisqu'on sait que lors de la première vague, on a à Bruxelles connu une surmortalité plus importante que dans les autres régions, et que 70% en fait des personnes décédées malheureusement étaient des personnes qui étaient dans des maisons de repos ou qui venaient à Bruxelles, qui venaient de maisons de repos. Et donc, ces maisons de repos se sont senties abandonnées, notamment par le gouvernement bruxellois pendant cette période, et il y avait un problème d'équipement de protection et il y avait aussi un manque de personnel. Alors, entre-temps, on nous dit effectivement que les équipements de protection sont arrivés et c'est très bien, nous y serons attentifs. Mais la question du personnel se pose encore aujourd'hui puisqu'il y a des pénuries, il y a des gens qui sont en burn-out, il y a de l'absentéisme. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est un axe sur lequel le gouvernement ne peut pas se rater. C'est très important aujourd'hui qu'il soit présent aujourd'hui pour ce personnel, notamment dans les maisons de repos, mais aussi dans les hôpitaux, mais notamment aussi dans les maisons de repos. Et il faut, voilà, on ne comprend pas, par exemple, pourquoi on n'a pas fait davantage appel à des bénévoles qui pouvaient à tout le moins aider pour des missions administratives dans les maisons de repos. Mais là, on a vu ces derniers jours que le Covid, il est plutôt dans le personnel des maisons de repos. Oui, c'est ça. Et donc, il faut absolument anticiper. Il fallait absolument anticiper cette situation. Et donc, nous serons très attentifs aujourd'hui à ce que, notamment les maisons de repos, on ne souffre pas des mêmes maux que pour la première vague. Olivier Deleuze, en tant que bourgmestre, comment vous voyez cette deuxième vague qui arrive, ces mesures de plus en plus strictes? Est-ce que vous voyez avec confiance? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que la commune est prête? Alors, la commune est prête, mais on ne sait pas très bien à quoi, en fait. C'est ça le problème, c'est très incertain. Alors, je dirais que c'est pénible, mais nécessaire, en fait. C'est pénible et on voit, les élus locaux, que les gens en ont ras-le-bol, en fait. Mais en même temps, il y a pas mal d'autodiscipline quand même dans la population. Mais est-ce qu'il y en a assez, puisqu'on décide des mesures de plus en plus strictes? C'est quand même, malgré tout, l'autodiscipline ne suffit pas. Non, l'autodiscipline ne suffit pas, mais quand même, parce que j'envoie pas les policiers dans chaque maison pour savoir si les gens sont à 2 ou à 3 autour de la table. Donc il y a quand même une conscience collective qu'il faut faire attention. Il y a à la fois le paradoxe, mais qui est intéressant et qui est chouette d'une certaine manière, c'est qu'il y a à la fois cette autodiscipline et cette conscience qu'il faut vraiment faire attention, mais aussi une grande fatigue morale. Les gens sont fatigués de ça, mais ils l'acceptent, quoi. Alors vous avez entendu ce que disait Clémentine Barzin sur les maisons de repos. Il y en a aussi pas mal sur Watermael-Boisfort et qui ont beaucoup souffert du Covid d'ailleurs. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression qu'elles sont davantage prêtes à cette deuxième vague? Alors, j'ai l'impression que c'est le cas des maisons de repos, mais aussi de la société en général. Qu'on sait maintenant, grosso modo, à quoi ça ressemble, une vague, bien qu'elle soit très différente. Je ne suis pas expert épidémiologiste ou virologue, mais il me semble qu'elle est assez différente parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de gens autour de moi qui sont malades ou qui sont absents ou qui ont été testés positifs.
Et en même temps, il y a moins d'hospitalisation qu'avant. Donc j'ai l'impression qu'il y a une science collective, une connaissance collective de comment faire et de comment soigner, heureusement. Mais comme on n'est plus confiné, on voit peut-être plus facilement les gens qui sont malades. Avant, on ne les voyait pas. C'est vrai. Et aussi, pas compte. C'est exact. Et plus de tests aussi. Ah ouais. 4-5 000 tests par jour à Bruxelles. Hein. Donc, on sait alors davantage. Hein, au collège à Boisfort, il y a eu 2 personnes positives. Hein, donc, mais autour de nous, il y en a beaucoup. Alors, Clémentine Barzin, vous êtes passée de Bruxelles à Uccle, mais on crée dans toutes les communes, notamment à Bruxelles et dans les communes très denses du nord de Bruxelles, des villages tests, parce qu'il faut tester. Parce que le test, c'est pas encore terrible là, sur Bruxelles. Hein. Non, c'est vrai que le test, ça fait partie aujourd'hui des mesures qui vont permettre de mieux réagir. C'est à la fois une plus grande capacité de test, puis une meilleure capacité aussi de tracing, avec cette coordination entre les deux pour pouvoir à un moment isoler aussi les personnes. Et sur cela, il faudra être très attentif. On annonce 4 centres de tests supplémentaires d'ici à la fin d'année pour en avoir 7 dans la région. Et effectivement, c'est très important parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce sont les personnes de première ligne, à savoir les médecins, qui, eux, subissent une saturation de par, effectivement, les demandes de tests de la part des citoyens. Et donc, aujourd'hui, il faut vraiment une réponse globale. On nous parle également pour le tracing de messages par SMS. Oui. Voilà, ça se met en place. Parce qu'on est débordé aussi. Parce qu'on est débordé, ça se met en place maintenant. Et tout ça doit vraiment bien se coordonner. Et je dis, voilà, cette deuxième vague, elle était prévue. Il faut absolument que ce plan soit efficace aujourd'hui. Mais est-ce que cette deuxième vague était vraiment prévue? Quand on voit que tout le monde est débordé, est-ce que vraiment c'était prévu, Olivier Deleuze? Alors, prévu d'une certaine manière, oui, parce qu'on savait bien que quand les gens retournaient travailler ou retournaient à l'école ou sortaient, ben voilà, l'épidémie allait reprendre. Mais alors pourquoi est-ce qu'on n'avait pas de village test à ce moment-là? Pourquoi on n'avait pas de centre de traçage suffisant? Parce que, comme dit Mme Barzin, il faut être humble et reconnaître qu'on est devant une épidémie qu'on n'a pas connue depuis la Seconde Guerre mondiale, et donc il faut d'une certaine manière faire avec ce qui arrive. Oui, donc on était prêt, mais pas prêt. Ben oui, Pascal Vrébos. Exactement. Quand même, cette pandémie était annoncée depuis 2006. Il y avait des plans qui avaient été faits en 2009 et tout, et puis on a laissé tomber. Mais moi, il y a une chose qui me frappe. Un exemple personnel, quelqu'un de proche avec qui je ne vis pas a eu des symptômes vendredi dernier. Elle a mis un temps fou pour avoir un test. Elle a dû appeler des médecins, j'ai dû l'aider aussi. Puis elle a été testée lundi. Toujours rien. Nous sommes vendredi. Donc, cette personne s'est mise en quarantaine. Donc, elle a abandonné ses études, ses stages, etc. Elle ne sait toujours rien. Donc là, si c'était annoncé, on peut dire qu'on n'a pas vraiment pris les précautions. Gabriel Lefebvre. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est les personnes qui se trouvent maintenant dans un état de très grande pauvreté. Je sais qu'on a fait un énorme effort, le SAMU social a hébergé des milliers de personnes qui se trouvaient sans rien et qui étaient, eux, des contaminateurs potentiels ou des premières victimes et très faibles physiquement et mentalement aussi. Et donc, maintenant, nous allons arriver dans une période de froid, avec la grippe qui va arriver, avec des SAMU social et autres hébergements qui vont être débordés aussi. Et je me demande ce qui a été prévu à ce sujet-là, parce que là, c'est totalement prévisible. Et on est confronté à une politique de logement où les budgets se rétrécissent à cause des urgences, précisément. Donc on ne peut plus prévoir du long terme ou du moyen terme, on est dans l'urgence. Et là, je pense que ça doit être un casse-tête, j'imagine, pour des bourgmestres. Oui, Olivier Deleuze, maintenant, qui est un ministre de la Santé qui est écolo et qui s'occupe aussi des SDF, donc tout va aller mieux. Oui. Non, les écolos, c'est des gens comme vous et moi, savoir imparfait. Surtout comme vous. Oui, pardon, excusez-moi, oui. Qui doutent, qui se demandent comment faire, etc. Mais effectivement, si on retourne dans un confinement général, ce que je ne crois pas, enfin, bon, j'en sais rien. À ce moment-là, il faudra effectivement réouvrir des lieux d'hébergement pour les gens, pour les sans-abri. Bon, à Boisfort, on avait un accord avec la commune de Forêt, un hôtel à Forêt. Il va falloir recommencer ça. Mais maintenant, on sait un petit peu... On sait comment le faire. J'ai l'impression quand même. Clémentine Barzin, là-dessus, pour conclure? Non, mais simplement pour effectivement aller dans le sens que vous évoquez. On l'a vu, cette crise, elle a augmenté les inégalités. C'est réel pour les personnes malades.
Et c'est réel aussi pour les personnes qui n'ont pas été malades, mais qui ont vécu le confinement de manière totalement différente. Et donc, c'est un point d'attention tout à fait particulier. Vous avez raison. Alors, autre grand sujet de la semaine, toujours en rapport avec le Covid, c'est que les jeunes ont vraiment été pointés du doigt. La contamination se propage fortement dans cette catégorie d'âge. Les gestes barrières y sont apparemment moins appliqués. Est-ce vraiment la faute aux jeunes? Reportage à l'université Saint-Louis mardi. Philippe Jacquemotte et Béatrice Broutou. Fermeture des bars, annulation des fêtes estudiantines et maintenant suppression des activités sociales et culturelles à Saint-Louis. Le cercle d'activité des jeunes est de plus en plus étroit et ça fout le bourdon. C'est vraiment pas agréable parce que du coup c'est les cours et les cours. C'est surtout le fait de plus vraiment pouvoir avoir des amis, de toujours devoir se cacher un peu au cas où il y aurait quelque chose, des activités qui vont plus. Ça joue sur le moral, c'est sûr. Les étudiants comprennent. Le centre d'action universitaire a validé les mesures, mais sans enthousiasme. Je pense particulièrement aux personnes qui rentrent dans leur première année de bachelier, qui aimeraient découvrir des gens au travers des soirées, au travers d'autres événements et tout, et qui ne peuvent pas, et qui du coup auront plus de mal à se faire d'amis. Des mesures stigmatisantes. Les jeunes, vecteurs de la propagation du virus. Une vision étriquée selon eux, qui respecte la bulle de 4. La propagation du Covid n'est pas seulement de la faute des jeunes, c'est la population en général. La population de la Belgique n'est pas seulement composée des étudiants. Depuis le début de la pandémie, le délégué aux droits de l'enfant dénonce des mesures inadaptées aux jeunes. Éradiquer le risque, c'est impossible. Il faut le gérer le mieux possible. Et le gérer le mieux possible, c'est accompagner le risque, le prévenir dans un premier temps, et si on n'y est pas arrivé, l'accompagner. Avec une communication plus moderne et des actions au lieu de sanctions. Leur donner un peu de pognon comme Stewart pour rendre la question visible, aller au contact direct avec des jeunes qui pourraient être tentés par des comportements qui ne sont pas terriblement respectueux. Parce que tous les acteurs de la santé mentale le disent, les jeunes ne vont pas bien. Alors Olivier Deleuze, est-ce que c'est la faute aux jeunes, toute cette propagation du virus? Alors moi j'ai 2 garçons de 20 ans. C'est épouvantable d'avoir 20 ans aujourd'hui. C'est épouvantable, ils ne peuvent pas faire la fête, ils ne peuvent pas sortir, etc., etc. Bon, c'est vraiment dur. De leur faute, c'est de la faute de personne, mais ils sont comme nous étions à leur âge. Et donc c'est vraiment difficile pour eux. Le problème c'est qu'ils ne vivent pas en bulle. De temps en temps, ils viennent me voir et d'autres. Donc je n'ai pas envie d'être infecté parce qu'ils vont aller faire la fête. Et ça, ils comprennent? Ils ont intérêt. Enfin, ils comprennent, je leur dis et je leur répète que ce n'est pas leur problème, en fait. C'est le problème de tout le monde. Mais en même temps, leur faute, moi, je les comprends. C'est épouvantable d'avoir 20 ans aujourd'hui. C'est épouvantable. Clémentine Barzin, ils sont stigmatisés. Oui, moi je pense qu'il faut stigmatiser personne dans cette crise parce que voilà, elle impose davantage de solidarité et d'avoir justement un message clair et un maximum d'adhésion de la part de toutes les catégories de la population. Et donc stigmatiser, ça va à l'inverse évidemment d'une logique où on accentuerait cette adhésion. Maintenant, ce qui est très important, je pense, et c'est évidemment le sens des mesures qui sont prises, c'est de bien se rendre compte que ce sont les contacts les plus rapprochés qui sont vecteurs de la maladie. Et donc, évidemment, chacun est responsable de ses propres comportements. C'est finalement du bon sens. Et puis, il y a un autre aspect que je voudrais dire. Évidemment, c'est extrêmement dur d'avoir 20 ans aujourd'hui avec cette crise du Covid pour toute une année. Mais les conséquences de mesures extrêmes, comme par exemple le confinement, c'est quoi? C'est que par exemple pour eux ou pour leurs proches, dans un hôpital, s'il y a une autre intervention à faire, eh bien l'intervention sera peut-être reportée. Même s'ils ne sont pas, eux, concernés directement par le Covid, elle sera peut-être reportée parce que, justement, la majorité des lits, la majorité de l'attention sera donnée au Covid. Et par ailleurs, puisque la question de l'emploi va bientôt se poser, on va voir les premières faillites, on sait que les jeunes vont être les premières victimes des questions d'emploi, et notamment à Bruxelles. Et donc, ils sont concernés. Et donc, je dis vraiment que tout le monde soit bien conscient aujourd'hui de sa propre responsabilité et de l'envie, évidemment, de limiter, chacun avec ses propres armes, la propagation du virus. Gabriel Lefebvre? Oui, tout à fait d'accord avec cela, bien entendu. Je ne dirais pas que c'est une situation épouvantable pour les jeunes, c'est épouvantable pour les personnes âgées et les personnes fragilisées, mais certainement pas pour les jeunes. C'est un contretemps dans des années et des années de vie. Pendant 1 an, ils peuvent quand même peut-être se rendre compte qu'ils font partie d'une société. C'est vrai que c'était peut-être plus dur d'avoir... C'est ce que je leur dis. C'était plus dur d'avoir 20 ans en 1914 qu'en 1940. Oui, me semble-t-il. Oui, et j'ai l'impression que l'on a tellement accentué ce malaise et ces perturbations, somme toute assez légères, vécues par les jeunes, que quelque part ils en font maintenant un slogan. Non, moi je pense qu'ils doivent apprendre aussi d'abord le temps long,
Et ils doivent réapprendre, comme vous le disiez très bien, une sociabilité, une responsabilité collective. Ils sont responsables. Il y a une dame âgée qui m'a dit « Ah, ces personnes qui, comme Nicolas Bedos, disent autant mourir » ou je ne sais trop quoi, celui-là, certainement pas, n'a pas de grand-mère. C'est exactement ça. S'ils ne se rendent pas compte qu'ils vivent dans un réseau, nous sommes dans des réseaux en permanence, et pas uniquement des réseaux de jeunes, on est dans des réseaux de sociabilité, plus réapprendre un petit sens d'esprit civique quand même. Alors Pascal Vrébos n'a pas l'air du tout d'accord. Il va défendre les jeunes ici. Oui, moi franchement, les boucs émissaires, je ne supporte pas ça. Pour le sida, c'était les homosexuels. Maintenant, on dit les jeunes, etc. Oui, il y en a quelques-uns qui font une fête, Voilà, la plupart des jeunes font attention. Ils aiment leurs parents, leurs grands-parents. Mais un jeune, comme vous disiez, ça bouge, ça s'amuse, ça doit découvrir. Ceux qui rentrent à l'université, mais c'est capital, la socialisation, l'équilibre, c'est une étape de vie. Et donc là, ils sont véritablement confinés. Alors moi, je trouve plutôt que les jeunes sont les victimes de ce qui se passe. D'abord, ils auront beaucoup de mal à trouver un emploi, sûrement. Des études par écran interposées, c'est encore une fois quelque chose que nous n'avons jamais eu. Ils sont, je trouve, dans une très très mauvaise passe et on leur demande une sorte de sacrifice pour le collectif. Alors bien entendu, encore une fois, c'est du bon sens. Mais c'est un sacrifice ou c'est de la solidarité? Écoutez, les jeunes qui sont dans des cotes, qui font des études, vous allez leur demander de se confiner 24 heures sur 24? Non, je pense que de toute façon, ce virus, pour l'instant, il circule notamment là où il y a des jeunes, parce qu'ils ne sont pas comme nous, peut-être, avec ce mètre et demi ou 2 mètres. Mais à ce moment-là, lorsqu'ils rentrent chez eux, eh bien, il suffit de faire très, très attention. Je veux dire, c'est une question de bon sens, mais franchement, qu'on arrête les boucs émissaires pour les jeunes, c'est injuste. C'est vraiment injuste. Quand moi, je compare la jeunesse que j'ai eue, je me suis posé la question... Est-ce qu'à 20 ans, j'aurais agi comme on aurait voulu maintenant qu'ils agissent? C'était une période de révolte en plus, à mon époque. Et à son époque aussi d'ailleurs. Est-ce qu'on aurait réagi comme ça? Ou au contraire, on aurait pris les arguments de ceux qui disent, comme Bedos dans son texte complètement hyperbolique et exagéré, allons-y, allons-y. Qu'est-ce qu'on aurait fait nous? Eh bien, réfléchissez là-dessus. Avec cette crise, certains télétravaillent, d'autres maintiennent leurs revenus, mais d'autres encore sont en très forte perte de revenus. Exemple, les indépendants de l'ORECA et les autres. Les aides régionales, les aides communales ne suffisent pas. On va retrouver Hélène au restaurant Santorini. Ce sont nos confrères de POS qui l'ont rencontrée. Elle est vraiment au bout du rouleau. J'ai vidé les comptes de mes enfants. J'avais des comptes, j'ai 4 enfants, j'ai vidé leurs comptes, je suis sur mes réserves. Là, ça va plus. Je crois qu'on va en arriver à un point où on va péter un plomb. Il faut que le peuple se réveille. On est tous des moutons. On est dirigés par des gens qui ont un salaire fixe, astronomique, qui ne peuvent pas comprendre ce que nous passons. Parce que quand on approche 8, 10, 15 000 euros par mois, on vit dans un autre monde. Il faut revenir ici dans la rue, demander aux gens comment on s'en sort. Donc, ce n'est pas les 2 000 euros qu'on a accordés au café et au bar, avec lesquels ces gens-là vont s'en sortir. Et nous, dans l'ORECA, les charges sont là. On a une pression énorme. On ne s'en sort plus. On en a marre. Marre. On va avoir faim. Voilà. On travaille depuis notre jeune âge. On a mis un peu de sous de côté. C'est fini. Il n'y a plus de réserve. Clémentine Barzin, vous avez entendu cette dame qui vraiment est au bout du rouleau. Elle a vidé les comptes d'épargne de ses enfants pour arriver à pouvoir continuer à manger tous les jours. Est-ce qu'on a suffisamment aidé les indépendants depuis le début de cette crise, que ce soit au niveau du fédéral, la région, les communes, peu importe, mais est-ce qu'on les a suffisamment aidés? En tout cas, d'abord, ce qu'inspire ce reportage, c'est quand même vraiment beaucoup de solidarité, parce que ces personnes sont au bout du rouleau. La Fédération ORECA Bruxelles parle de 35 à 40% de faillites. Et évoque parfois aussi des suicides qui vont peut-être arriver. Donc on voit vraiment des personnes qui sont vraiment littéralement au bout du rouleau. Alors évidemment, les premières réponses, ça concernait les questions de trésorerie. Donc il y a eu des primes. Donc j'invite tout le monde à Bruxelles, tous les indépendants, à bien se renseigner au 1819. Le numéro d'appel 1819, c'est très important. Il y a eu les mesures fédérales, c'est le droit passerelle, c'est le chômage temporaire,
etc. Mais même quand on reporte des charges sociales, il va falloir les payer. Il va falloir les jour, payer hein. à un moment. Alors nous, à la région, c'est vrai qu'on a été, en tant que libéraux, effectivement particulièrement attentifs aux indépendants aussi, comme à toute la population. On a été force de proposition. Et c'est vrai que, par exemple, la question des loyers, elle n'a pas encore été réglée. Hein. Ça fait donc maintenant 7 mois, hein, depuis la mi-mars. Elle n'a toujours pas été réglée. Et nous, on avait dit, mais pourquoi ne pas actionner le levier du précompte immobilier et de le diminuer au prorata de l'impossibilité d'exploiter un établissement. Et aujourd'hui, encore aucune réponse n'a été apportée. Est-ce que les finances régionales le permettent? Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est la priorité parce que quelles seront les conséquences de faillite, de gens qui sont au chômage? Ça risque d'être beaucoup plus important encore qu'une aide aujourd'hui pour les maintenir à flot et leur permettre effectivement, pour certains, de survivre parce qu'il s'agit de cela. Oui, Olivier Deleuze, que faire pour aider ces indépendants? À Boisfort, les chevilles de la vie économique, Madame Nguyen, elle a fait une liste de tous les bars, cafés, restaurants de la commune. Et puis on a été voir ceux qui étaient totalement bars, officiellement, ceux-là, ou cafés, ceux-là. Ceux qui ont dû fermer il y a 10 jours. Oui, il y en a 8 ou 9. Mais ceux qui servaient aussi de la nourriture et qui étaient reconnus comme tels, on s'est arrangé avec la police, on a envoyé à la police la liste. Et maintenant, avant je servais une pile, c'est une pizza, maintenant c'est la pizza, quoi. Et donc tu vas là, tu t'assieds, c'est comme dans un restaurant. Ce qui leur permet de continuer quand même un peu à fonctionner malgré les mesures qu'il faut prendre. Oui, mais de manière générale, les indépendants ont souffert de cette crise. Terrible. Est-ce qu'il n'y a pas une injustice entre ceux qui touchent leur salaire ou leur traitement, leurs honoraires, et les autres qui, finalement, sont victimes du nombre de clients? C'est clair que ceux qui sont victimes du nombre de clients sont vraiment dans un très très grand problème, évidemment. Et on voit bien tous les magasins qui sont fermés, dans les galeries, les magasins sont fermés. Voilà, ils n'y parviennent plus parce que les gens ne sortent plus de chez eux. Oui, mais ils payent toujours le loyer. Ça dépend où ils sont, évidemment. S'ils sont chez un propriétaire privé, oui, nous, de temps en temps, on fait des remises de loyer, mais c'est des petits bouts de chandelle, il faut bien l'admettre. Donc il faut faire plus, c'est ça que vous dites? Oui, mais il faut faire plus, bien entendu, pas de problème. On a mis 200 000 € de côté à Boisfort. Oui, mais je ne dis pas que c'est pas nécessairement que la commune qui doit faire plus. Oui, je sais bien. Mais mon expérience, c'est la commune. Oui. Pascal Brébos, là-dessus? C'est vrai que c'est terrible, on sait bien, les gens de l'Horeca, ils mouillent leurs chemises, ils travaillent, ce sont des passionnés, et là on leur enlève leur boulot. Donc la priorité, c'est en tout cas de les aider, c'est une certitude, et à l'heure où l'Europe fait marcher la planche à billets, et l'a déjà fait aussi pour les banques in illo tempore, je pense qu'il faudrait une aide immédiate pour ces gens, eux n'y peuvent rien, ce sont encore une fois des victimes. Et vous, Gabriel Lefebvre, là-dessus? Simplement, je voudrais souligner une nouvelle fois que ça doit être extrêmement compliqué pour le personnel politique en général, qui doit faire ce que je peux appeler vraiment un arbitrage des malheurs, avec une enveloppe réduite. Mais ce n'est pas pour autant que je commencerai à les attaquer tous en disant que parce qu'ils sont payés, ils ne font rien. Je pense que dans le personnel, des fonctionnaires, des CPAS, etc., des gens ont travaillé des heures et des heures et des heures dans des conditions difficiles. Et bien entendu, ils ont leur salaire. C'est peut-être un moment moins dur pour eux que pour des indépendants qui perdent tout. Je pense qu'on doit recréer des solidarités au contraire et recréer les rencontres pour essayer de trouver des solutions innovantes, comme du style transformer un bar en petite restauration et bar en même temps, des choses pour autant qu'ils respectent les distanciations sociales. Mais cet arbitrage des malheurs, c'est extrêmement compliqué et je pense qu'on ne doit pas se permettre des accusations sans la moindre nuance. Il y a énormément d'efforts. C'est ce que vivent les gens aussi. Je sais. C'est sans doute un drame. Je souffre de ce drame-là, mais nous ne pouvons pas, surenchérir sur une vision aussi manichéenne. Je pense qu'on doit pousser au contraire à la rencontre entre ces personnes les plus en danger, menacées, et tout le personnel. Pour vous, ce n'est pas un problème financier, c'est un problème de solidarité. C'est un problème financier, c'est un arbitrage entre des finances. Et ça ne peut se faire que par un débat. Et ce débat, ça ne doit pas se faire pas par des fonctionnaires qui travaillent sur une enveloppe budgétaire quelconque, ça doit se faire par des débats en conseil communal, en parlement. Des décisions politiques. Ça doit être une décision politique, mais la plus
transparente possible. On doit savoir ce qui se passe. Un mot à chacun pour conclure là-dessus. Mais il n'y a pas que cela, il y a aussi une capacité de relance à un moment, des impulsions qu'on peut donner. Et par exemple, la période estivale a été une accalmie par rapport au Covid. Et nous avions proposé au MR, par exemple, des billets combinés pour que les Belges qui ne partiraient pas à l'étranger viennent à Bruxelles 1 ou 2 jours et fassent bénéficier également l'ORECA, les hôtels, notamment les restaurants et les cafés de Bruxelles. Eh bien, ça n'a pas été le cas. Et c'est vrai, on le disait tout à l'heure, cette crise, elle est inégale, mais elle est inégale aussi dans ces situations-là. L'ORECA, c'est le lieu de la convivialité. Bon. Et c'est donc le lieu des contacts rapprochés. Et c'est pour ça, aujourd'hui aussi, que malheureusement, ce sont eux aussi qui sont en première ligne pour essayer d'endiguer cette propagation. Un mot aussi, Olivier Deleuze, là-dessus, les cafés, les bars, c'est vraiment des lieux sympas. Les lieux des concerts de jazz. Oui, par exemple, mais pas que les concerts de jazz. Mais vous imaginez que maintenant, si on sort le soir, on ne peut plus aller... Enfin, on peut plus... Les cafés sont fermés. Bon, c'est horrible, une société où les cafés sont fermés. Donc il faut qu'ils rouvrent le plus vite possible. Ben oui. Alors, on va passer à tête d'affiche, notre rubrique où je vous propose une galerie de portraits de personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. À vous, deux invités, de choisir celui qui vous inspire, en bien ou en mal. Et on commence par vous, Olivier Deleuze. Je vous propose tout d'abord Patrice Lecomte, le réalisateur qui prépare une adaptation des Bijoux de la Castafiore, ou alors Raphaël Nadal, imbattable à Roland-Garros, ou encore Bernard Westphal, remboursé par l'État pour un emprisonnement abusif, ou enfin Elisa Michels, cofondatrice de la Ligue Braille, qui a désormais sa place à Saint-Gilles. Alors, qui choisissez-vous ? Patrice, Raphaël, Bernard ou Elisa? Eh bien, au risque d'être superficiel, je choisis Nadal. Oui. J'ai vu sa 150e finale de Roland-Garros contre le Serbe, là, Djokovic, comment il s'appelle. Djokovic. Incroyable, ce type. Il gagne sans arrêt, quoi. C'est comme l'équipe allemande de football des années 70, quoi. Il gagne sans arrêt. Donc moi, j'ai trouvé ça merveilleux, ce type qui est nouveau là, et qui gagne. Vous aimez ceux qui gagnent tout le temps, vous? Non, j'aime bien aussi les magnifiques perdants. Non. Mais là, le type qui, pendant 15 ans, il met toutes les balles sur la ligne, là où il faut, je trouve ça incroyable. Pascal Brebos, vous vouliez ajouter quelque chose? Je sais bien que c'est superficiel, mais c'était le plaisir. Oui. Je pensais qu'il avait parlé de Bernard Westphal, ancien collègue écolo. Mais il joue moins bien au tennis. Hein. vous vouliez en parler? Non. On en parlera bientôt, oui. Oui, grâce à vous, puisque vous préparez quelque chose sur Bernard Westphal. On en reparlera. Clémentine Barzin, à vous à présent. Qui choisissez-vous? Je vous propose Eliane Tillieu, la première présidente de la Chambre, Bart De Wever, seul candidat à la présidence de la NVA, ou alors un dessinateur, Midam, dessinateur de Kit Paddle, honoré au Centre belge La BD, ou Samuel Furfari, le prof de Polytech, attaqué par ses étudiants pour climato-scepticisme. Qui choisissez-vous? Eliane, Bart, Midam ou Samuel? Eh bien, je vais choisir Eliane Tillieu. Parce qu'elle représente un symbole qui est extrêmement marquant, la première femme à cette fonction. Et je trouve que ce gouvernement qui est paritaire, pour la première fois, le gouvernement fédéral est totalement paritaire, marque aussi de nombreuses avancées et compte en son sein notamment aussi une personne transgenre. Et donc, moi, je suis très fière que mon pays aujourd'hui, de manière très naturelle, montre c'est même pas une diversité, c'est naturellement, en fait, aujourd'hui, l'ensemble de ce que représente la Belgique. Et Eliane Tillieu en est un des symboles. Et donc, je trouve que ça devrait être aussi un enseignement pour une nouvelle gouvernance politique, y compris au sein des partis. Et donc, moi, par exemple, je piquerais volontiers une idée au parti écolo, à savoir une coprésidence à la tête de mon parti, avec une femme également. Vous en voulez d'autres? Mais vous l'aviez proposé sur Twitter. Je l'avais proposé. Et je pense une coprésidente pour Georges Louis. Nous entamons c'est pas contre Georges Louis, c'est parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'aujourd'hui, on doit être vraiment dans une nouvelle gouvernance et qu'il est important, notamment parce qu'il s'agit, je pense, de prévenir certains comportements un peu hérités du passé, que la représentation des femmes soit de toute manière paritaire le plus possible au sein aussi des partis. Il faut dire qu'au sein des présidents de partis, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de femmes. Il y a une coprésidente chez Écolo et il y a une présidente chez Groen. Et c'est tout. 5 infos de la semaine, laquelle vous a ravi ou vous a énervé et pourquoi? Et c'est Clémentine Barzin qui va d'abord choisir. Pas de salon de l'auto en 2021, de Standard qui revient s'installer à Bruxelles, les premières négociations entre Israël et le Liban,
l'effondrement de l'extrême droite en Autriche ou le Nobel de l'économie attribué à des spécialistes des enchères. Que choisissez-vous, Clémentine ? Je vais prendre la suppression du salon de l'auto de 2021 parce que voilà, je sais que l'auto n'est pas tellement trendy, notamment auprès des écolos à la région bruxelloise. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui ont encore besoin d'une auto pour pouvoir aller travailler, aller conduire leurs enfants, pour pouvoir aussi venir travailler à Bruxelles. Et donc, moi, comme d'autres OMR, on veut vraiment un équilibre et une vision globale aujourd'hui de la mobilité qui respecte les uns et les autres. Et par ailleurs, cette suppression, elle est aussi marquante parce que c'est de nouveau un symptôme de cette crise du Covid, avec aussi une économie qui se trouve vraiment en difficulté. Et donc, j'espère aussi que tout cela pourra à un moment être du passé. Olivier Deleuze, un choix parmi les 4 autres infos? Ah oui, l'écroulement de l'extrême droite. Alors, écroulement, attention, parce que l'extrême droite s'est déjà écroulée en Autriche et puis elle est revenue. Mais c'est toujours une bonne nouvelle quand les populistes ou l'extrême droite prennent une veste, en fait, parce que dans le monde, pour le moment, c'est quand même un peu inquiétant. Et donc, c'est toujours quelque chose que j'aime bien quand des oiseaux de mauvais augure ont un contretemps. Alors, je ne vous ai pas mis parmi ces infos l'info de la semaine. Ce grand événement familial et princier. Le roi Philippe qui a invité la princesse Delphine à une rencontre décontrastée vendredi dernier au Palais. On les voit tous les deux très contents, l'une peut-être plus à l'aise que l'autre. Et enfin, voilà, c'est une belle histoire, Olivier Deleuze, ça vous agrée Ah oui, eh bien, si ça pouvait être le cas dans toutes les familles où il y a des choses semblables, ce serait sympa, en fait. Et vous, Clémentine Barzin, commentaire? Moi, je trouve que c'est aussi une belle évolution, parce que c'est un signal fort pour la monarchie. Elle se modernise aussi, c'est important. Alors, la 5G, c'est le débat épineux à Bruxelles depuis déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Cette nouvelle technologie de transmission de données commence à être installée partout en Belgique, sauf à Bruxelles, une région qui résiste. 3 étudiantes journalistes de l'IEX nous ont proposé un reportage qui fait le point à ce sujet. C'est Manon Dejean, Lina Trinica et Maëlle Duchemin. À Bruxelles, la 5G ne sera pas déployée d'ici à la fin de l'année 2020. Non pour des raisons sanitaires ou environnementales, mais bien pour des raisons législatives. Les émissions actuellement autorisées dans la capitale sont de 6 volts par mètre, insuffisant pour déployer le nouveau réseau. En 5G, on a ce qu'on appelle des fréquences basses et des fréquences hautes. Les fréquences basses sont de l'ordre des fréquences qu'on connaît actuellement. Et puis alors, on a ces fréquences hautes, pour lesquelles là, on n'a pas du tout de recul au niveau sanitaire. Les anti-5G réunis à Bruxelles craignent des effets que pourraient avoir ces technologies. L'incertitude persiste au niveau sanitaire et les études environnementales restent floues. Mais à ce jour, nous savons que la 5G sera gourmande en électricité. Lorsque le débit sera limité, la 5G rajoutera une consommation qui sera faible par rapport à la 4G. Néanmoins, la 4G reste là, et donc on vient rajouter une consommation à la 4G. Donc il y a bien un surplus de consommation. Au-delà de la consommation énergétique, c'est la production des dispositifs 5G qui aura un coût environnemental. Les opérateurs téléphoniques tentent de convaincre de la nécessité de la 5G. C'est d'abord un enjeu industriel, parce que c'est d'abord les entreprises, les industries qui vont en avoir besoin. Elles nous le demandent, donc on sait qu'il y a vraiment une grosse demande de la part des industriels, parce qu'il y a toute une série de nouvelles applicatifs qui ne vont fonctionner que grâce à cette nouvelle technologie. Et dans un deuxième temps, évidemment, le grand public. Pour répondre à la saturation à venir du réseau 4G, le collectif Stop 5G propose une alternative. Il y a une alternative évidente qui est la fibre optique, qui par exemple a l'avantage d'être plus sûr, plus rapide et sans danger. Il ne serait pourtant pas évident de se balader dans Bruxelles avec son câble de fibre optique. Alors la 5G, pour ou contre? Olivier Deleuze, on va commencer par hasard par vous. Oui, c'est ça. Je crois que dans une société démocratique, quand il y a des convictions qui s'affrontent, il est normal qu'il y ait un débat sur ces convictions, en fait. Et donc je dirais que la chose principale, c'est qu'on puisse en débattre de manière scientifique et calme. Et transparente. Et transparente. Je remarque quand même que chaque fois qu'on veut mettre une antenne quelque part dans un quartier, c'est le branle-bas de combat, que les gens n'aiment pas du tout. Alors, il ne faut pas non plus de double discours, à savoir, oui à la 5G, mais pas d'antenne. Et donc, par exemple, les chefines de l'environnement, à Boisfort, au Dilbury, elles organisent des débats sur la 5G. Et deuxièmement, parce que j'ai... Mais ça donnera quoi, ça? Ça donnera oui ou ça donnera non? Eh bien, je n'en sais rien ce que ça donnera. Mais on a le droit de débattre de ça. Et vous assumerez
Ah ben oui, mais de toute façon, c'est un débat transparent, hein, donc, mais ça doit se passer aussi au niveau régional. Je me demande si la 5G ne me fait pas penser au rasoir à 5 lames, en fait. Je me pose la question. Une lame, super, mon papa. 2 lames, moi, génial. 3 lames, ah bon. 5 lames, vous êtes sûr, 5 lames? Donc, à un certain moment, je me demande si on n'est pas un petit peu dans la fuite en avant, mais discutons-en, en fait, et mettons les choses sur la table, sans a priori, et regardons. Clémentine Barzin, oui, pour ou contre? Oui, moi je vais être plus claire en fait. Je suis totalement pour, parce que je pense que Bruxelles doit entrer définitivement dans la modernité. Et donc, allez, si je prends l'économie et l'emploi, 1 euro investi dans les réseaux de haut débit, c'est 3 euros de plus pour le PIB. Aujourd'hui, les entreprises demandent la 5G pour pouvoir se déployer et donc créer combien d'emplois, notamment à Bruxelles. C'est un plus pour la santé. Ce sont des ambulances connectées, ce sont des patients mieux monitorés. C'est ce qu'on appelle l'e-santé. C'est évidemment aussi un mieux pour la mobilité, parce que c'est une mobilité plus intelligente et donc moins de pollution, moins d'émissions de CO2. Et donc, avec le MR, on a déposé un texte qui marque son soutien pour le déploiement de la 5G, mais avec aussi la création d'un fonds de prévention pour les risques sanitaires liés à l'exposition aux ondes électromagnétiques, pour bien monitorer justement en fait et objectiver les risques sanitaires réels en fait. Et donc ça c'est très important parce qu'on reste attentif. Mais aujourd'hui en fait les normes que l'on propose, elles sont 35 fois plus strictes que les normes de l'OMS. Et donc, il ne faut pas non plus se tromper de débat. Et si je puis me permettre, par rapport à un grand débat, parce qu'on entend comme ça un petit peu circuler l'idée en région bruxelloise d'un débat sur le thème de la 5G, qui est très technique aussi. En fait, on voudrait utiliser les nouvelles commissions délibératives mixtes. Je ne vais pas m'étendre sur la question, mais c'est 45 personnes qui sont tirées au sort. Participation citoyenne. Mais de 45 personnes tirées au sort. Et moi, je trouve qu'il ne faudrait pas tronquer le débat. Et je voudrais qu'on assortisse cela, le cas échéant, d'une consultation alors populaire sur les conclusions de cette commission pour que chaque citoyen bruxellois puisse aussi avoir voix au chapitre. Gabriel Lefebvre voulait réagir. Oui, c'était la question même. Pour ou contre, je ne pense pas que ce soit la bonne question, c'est pourquoi et pour qui? Pourquoi la 5G et pour qui? Il est évident que quand on voit les performances que ça permet pour les hôpitaux, des laboratoires, des centres de recherche, etc., je pense que ça vaut la peine vraiment d'être étudié parce qu'elle serait maîtrisée et contrôlée dans ce cadre très précis des entreprises communes, des entreprises qui travaillent pour tous, pour le bien public, pour le bien collectif. Il faut reconnaître que parmi ces entreprises-là, il y a l'armée. La 5G se justifie pour tous, particulièrement pour l'armée. Donc ça mérite peut-être qu'on discute un petit peu de ça, surtout dans le cadre européen. Mais par contre, je ne vois pas l'intérêt de la 5G pour que nous soyons quasi obligés de changer tous nos smartphones pour consommer une 5G qui nous permette de télécharger un peu plus rapidement des films ou des informations dont on n'a pas besoin à la nanoseconde près. C'est une absurdité. Il vaut mieux refuser cette technologie au niveau privé, c'est ça que vous voulez dire, pour les individus. Il faut voir pour qui on l'accepterait et on le développerait. Aux entreprises et aux hôpitaux et autres entreprises publiques. Et ne pas accroître notre facture environnementale parce que le moindre des smartphones et le moindre de ces appareils connectés, soi-disant qui vont rendre notre maison plus intelligente, coûte énormément de matières premières qui sont rares. Par exemple, le nouvel Apple là, qui était présenté, il est déjà compatible 5G. Donc qu'on veuille la mettre ou qu'on veuille pas la mettre, finalement, aux États-Unis et en Asie, peu leur chaud. Pascal Vrébos, vous vouliez réagir aussi? Moi, je n'ai aucun avis parce que, j'entends les arguments des uns et des autres. Il n'y a pas de débat, c'est dommage. D'un côté, c'est le tout connecté, merveilleux, l'hôpital, les villes nouvelles, techno-green, tout ce que j'ai entendu. Et de l'autre côté, c'est la course folle vers un progrès dangereux, la santé, attention, les fréquences hautes là, qui restent dans la peau, paraît-il, qui forment des cancers. Donc voilà, moi, j'ai aucun avis parce que je ne suis pas suffisamment informé. Maintenant, les questions peut-être plus philosophiques à se poser, est-ce que c'est raisonnable de vouloir arrêter le progrès? Au contraire, est-ce qu'on est condamné à une sorte de course effrénée à la technologie? Peut-être gadget. Donc,
Voilà, ça formule des questions. Moi, j'avoue que j'ai aucun avis. Vous n'avez pas de réponse. Je suis un non-expert total sur le sujet. Alors, on va passer à un autre sujet, au dernier sujet du jour. Encore beaucoup de chantiers d'aménagement à Bruxelles. On a l'habitude. Le plus connu, c'est le test du bois de la Cambre, avec 28% de circulation de plus à la chaussée de Waterloo, d'après la commune d'Uccle. Mais il y a un autre aménagement qui a fait du bruit. C'était la semaine dernière, un chantier de la Stib, avenue Deleur. On a dû arrêter les travaux car des racines d'arbres étaient sectionnées par les travaux. Reportage Thomas Destrey et Anna Lawan, c'était le week-end dernier. Le chantier de renouvellement des rails de tram de la Stib à l'avenue Deleur a démarré lundi dernier, mais il a dû être depuis arrêté en urgence. Et pour cause, le chantier abîme les racines des arbres situés le long des rails de tram aux grandes dames des riverains. On démontre, je dirais, une fois de plus que le végétal n'arrive pas à dépasser son caractère décoratif et que dans un cadre comme celui-ci, finalement, quelles que soient les données techniques qui étaient prévisibles avant le chantier, il n'y a eu aucun soin pour essayer de protéger les arbres. Privés d'un espace suffisant, les arbres manquent désormais de stabilité. Et pour les différentes associations présentes sur place, le temps leur est compté. Coupés au cordeau à 30 cm et pratiquement au ras des troncs, de manière aussi systématique et aussi profondément dans le sol, de 80 cm dans le sol, c'est vraiment le pire chantier que je remarque. Il suffit en fait maintenant de se dépêcher, d'avancer dans ce chantier et de les stabiliser. Si on parvient à aubaner tous les arbres, on va pouvoir les garder. Je veux dire, il ne faut pas avoir fait l'agronomie pour comprendre qu'en coupant toutes les racines d'un arbre, on risque de lui porter un préjudice très grave. Du côté de la Stib et de sa porte-parole, on regrette qu'à l'époque des plantations, il y a plus de 20 ans, on ne faisait pas autant attention qu'aujourd'hui à la distance entre les arbres et les rails. La cellule plantation de Bruxelles Mobilité a demandé l'arrêt du chantier le temps que des expertises soient réalisées. Ils ont mandaté plusieurs experts qui vont maintenant venir sur le chantier, examiner les arbres et voir si, on parle bien de si, les arbres doivent être enlevés ou non. Et donc, en fonction de leur décision, on verra ce qu'il convient de faire. Si des arbres doivent être abattus, la Stib s'engage à prendre les frais à sa charge, y compris des frais dus à la replantation de nouveaux arbres. Depuis lors, les experts ont parlé et les arbres ont été sévèrement élagués et coupés. Aux grandes dames du bourgmestre, on va d'ailleurs voir ces arbres, et le bourgmestre réagira juste après. Les voilà, donc ces beaux arbres, voilà ce qu'il en reste. Alors Olivier Deleuze, pas content? Alors pas content du tout. Le hasard fait que je suis agronome, et quand je suis passé devant ces arbres jeudi dernier, qui étaient encore verticaux, je me suis dit, mais non, d'une pipe, mais ils ont foutu en l'air les racines, effectivement. Les rapports d'experts, 3, montrent qu'ils ont coupé 40% des racines. Comment voulez-vous qu'un arbre vive quand on lui a enlevé 40% des racines? Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a des centaines de kilomètres de rails de tram à Bruxelles en dessous d'arbres dans toutes les communes, et que ce n'est pas un espèce de chantier exceptionnel de renouveler des rails en dessous d'arbres. Et donc là, on a renouvelé les rails, on a coupé les arbres. Oui, peut-être qu'à Boisfort, les arbres ont trop de racines, c'est peut-être ça. Non, les arbres n'ont pas trop de racines. En fait, tout à l'heure, j'avais une réunion avec la STIB sur le sujet. Et alors j'ai compris ceci, c'est que maintenant, en dessous des rails, on met des systèmes anti-bruit, de cette manière, et donc ils doivent creuser plus profond. Mais ce qui s'est passé, c'est que non seulement il a été creusé plus profond, mais plus large aussi. Et alors on a arrêté le chantier pour que ça ne se reproduise pas dans la seconde partie du chantier. Là, on a abattu, moi j'en ai coté 28 arbres, on a sauvé les autres. 28 beaux tilleuls qu'on a abattus. Ben oui, évidemment qu'ils vont être replantés, mais c'est un gâchis. C'est un gâchis incompréhensible. Pour moi, c'est incompréhensible. Je vous dis de nouveau pourquoi c'est incompréhensible, mais c'est pas un chantier exceptionnel, hein, ça, c'est quoi? Donc ça manque de prévoyance. Je le sens pas. Oui, vous ne le sentez pas. Clémentine Barzin, vous, un commentaire sur cette problématique-là particulière? Simplement, ça m'a l'air d'être un gâchis effectivement assez impressionnant et qui montre un manque d'anticipation, en effet. Et donc j'espère qu'il n'y aura pas d'autres chantiers de ce type en région bruxelloise, et j'espère que la ministre actuelle sera beaucoup plus prévoyante. Parce qu'on connaît aujourd'hui l'importance des arbres, non seulement pour la qualité de vie, mais aussi pour la qualité de l'air, c'est évident. À propos d'arbres et de qualité de l'air, parlons un peu du bois de la Cambre. Ça va vous intéresser peut-être davantage, Clémentine Barzin. C'est dans votre coin. Alors, ce test du bois de la Cambre, finalement, ça ne fonctionne pas si mal.
Écoutez, ça, je ne serais pas tout à fait de votre avis, parce que les chiffres de la zone de police Marlo, donc Uccle, Boisfort et Oderghem, a estimé qu'il y avait un surplus de 28% de trafic dans la chaussée de Waterloo, donc qui longe le bois de la Cambre. Et donc, c'est effectivement pas pour moi une bonne nouvelle, parce que c'est la qualité de vie de ces personnes qui habitent à la chaussée de Waterloo qui est entamée. Rappelons quand même qu'il n'y a personne qui habite dans le bois de la Cambre. Et également des rues. Oui, mais je veux dire ici, le report, il porte atteinte à la qualité de vie. Donc, et des rues résidentielles également qui sont aujourd'hui employées pour contourner, pour trouver des itinéraires bis. Et donc ça, c'est un énorme problème. Ce que je voudrais souligner par rapport à cela, c'est que ce qui ne va pas, c'est que la ville de Bruxelles, qui est gestionnaire du bois de la Cambre, décide toute seule, en fait, de ce genre d'aménagement et d'évolution, parce qu'elle a soi-disant voulu concerter, mais en fait elle a informé les autres communes et notamment la commune d'Uccle. Et c'est pourquoi aujourd'hui, puisque aucune des propositions constructives faites notamment par la commune d'Uccle et Rhodes Saint-Genès n'ont été prises en compte, eh bien, il y a obligation de recourir au tribunal. Oui, puisqu'il y a aujourd'hui un recours qui passe mardi. Olivier Deleuze, vous étiez autour de la table quand il y a eu ce moment d'information. Est-ce que vous trouvez que ce test, le bois de la Cambre, est-ce qu'il vous satisfait, à vous, le bourgmestre des Bois-Fortois? Oui, pas entièrement, parce qu'il y a un gros point noir, c'est devant l'école européenne où il y a 60 cars qui arrivent chaque matin. Mais ceci dit, c'était pas chouette devant l'école européenne avant le Covid non plus. Donc là, c'est un gros point noir qu'il faut résoudre. Et je suis d'accord avec vous, madame, qu'il faut résoudre ce point noir, parce que sinon, les voitures qui arrivent là, depuis la chaussée de Waterloo, elles partent dans les rues résidentielles d'Uccle et on ne peut pas accepter ça. Mais pour le reste, les comptages qui sont faits jusqu'à maintenant montrent une augmentation de 2 minutes sur des trajets de 25 minutes, quelque chose comme ça. Donc il faut attendre que les automobilistes soient habitués à leur nouveau trajet pour que ça vienne dans la normale. Si on règle le point noir de l'école européenne, on est sans doute dans le bon. Il me semble que le trafic n'est pas un trafic normal, puisque c'est un trafic de temps de Covid. Avec du télétravail qui est maintenu. Attendez, donc les chiffres sont les suivants. Le trafic à Bruxelles en général, il est pour le moment de 10% inférieur à avant. Alors, malgré le télétravail, c'est vrai. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de désamour par rapport au transport en commun. Et donc, moins de gens vont travailler, mais encore moins de gens vont prendre les transports en commun. Et puis, par ailleurs, reconnaissons que le destin d'une forêt ou d'un parc, c'est d'être une forêt ou un parc. Donc à long terme, il n'est pas absurde de considérer pour des gens qui habitent en ville que les automobiles dont on a besoin doivent se concentrer dans les voies de transit et pas dans les espaces verts et les parcs. Mais il faut y aller prudemment. Et l'idée d'une passerelle au-dessus du bois, ça vous plaît, ça? Ah non, alors ça c'est... Excusez-moi, mais je trouve ça du délire complet. Commencer à faire des passerelles à automobiles ou à promeneurs, je ne sais pas quoi, dans les bois. Non, ça c'est... J'allais dire des vues d'architectes, mais je vais me faire des ennemis. Oui, les architectes à Bruxelles, on sait ce que c'est. Je laisse 30 secondes à Pascal Vrébos et à Gabriel Lefebvre pour ajouter leur mot là-dessus. J'aime bien ce mot, il faut y aller prudemment. Là, visiblement, on n'y va pas prudemment. Quand on voit les lignes blanches, les cyclistes ont peu de place. Je signale qu'à Bruxelles, il y a eu une augmentation encore des accidents de cyclistes. Donc on se demande pourquoi il n'y a pas eu de concertation. Moi, ce que je crains aussi, j'ai des échos de provinciaux, comme on disait jadis, qui n'ont plus envie de venir à Bruxelles pour toute une série de raisons, dont celle-là. Et puis il y a une chose qui est curieuse, il faudrait qu'on m'explique. Bruxelles est devenue une sorte d'iconographie de signes blancs. Il y a maintenant toutes les rues c'est très compliqué. Donc quand on conduit, on doit plus regarder le sol que devant soi. Et ça, je crois que c'est très dangereux. Gabriel Lefebvre. Moi, je suis de toute façon intimement persuadé depuis des années qu'il faut réduire la circulation automobile. Rien à faire. Il faut accentuer la circulation des transports en commun. Ici, nous avons un problème de méfiance par rapport à la pandémie. Et c'est vrai que moi-même, j'ai des difficultés, mais je prends tout le temps les transports en commun. Mais j'ai peur, effectivement, je comprends que certaines personnes ne l'utilisent plus. Le test du bois de la Cambre. Mais sur le bois de la Cambre, qu'on introduise des circuits de transport en commun pour les automobilistes qui doivent aller travailler au centre-ville. Parce que
la ville ne peut plus accepter de Donc, ils garent voitures leur voiture supplémentaires. dans le bois. Non, avant à de l'extérieur, prendre un bus. je ne sais pas où, mais ce n'est sera pas possible. dans la maison communale de Boisfort. Ce n'est pas possible. Oui, juste un dernier mot. 10 secondes. Mais ce qui est choquant aussi dans cette affaire, c'est effectivement qu'on oppose les gens. On oppose les automobilistes et les cyclistes. Moi, je suis cycliste et je trouve ça très important et qu'on développe également davantage le caractère de parc du Bois de la Cambre, mais progressivement et dans un souci d'équilibre aussi avec toutes les fonctions de la région bruxelloise, y compris économique. Et ici, c'est beaucoup trop brutal en fait. Et je voudrais dire également... Merci Clémentine Bargin, vous ne le direz pas. Les coups de cœur. Quelle poutine. Eh oui, c'est comme ça. Gabriel Lefebvre, on commence avec vous. Un livre, vous avez quelques secondes pour nous en parler. Quelques secondes alors qu'il s'agit d'un thème extraordinairement passionnant, c'est la ville sensible. C'était un colloque qui avait eu lieu l'année passée, mais le livre est sorti en août et il annonce un autre colloque sur cool planning, précisément ce dont on vient de discuter, à savoir comment planifier l'urbanisme d'une ville par rapport aux contraintes écologiques de mobilité et de plaisir de vivre en ville. Donc c'est quelque chose qui aura lieu en principe à Beaux-Arts le 21 du 10, donc à la fois vous pouvez lire et à la fois vous pouvez assister à un colloque. Pascal Vrébos, une expo. Une expo à Liège, Andy Warhol à la Bovary. Très belle expo. Moi, j'ai découvert des tas de choses que je ne savais pas, notamment qu'il avait collaboré avec d'autres artistes. Et puis, il y a eu ce mec qui a voulu le tuer. Enfin bon, on apprend de belles choses. Et puis, on redécouvre quand même un artiste hors du commun. Voilà. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour les experts, bien sûr.